Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. Vous le savez sans doute, j'adore la neuroscience, évidemment, sans doute comme vous qui écoutez cet épisode. Et j'adore la neuroscience particulièrement quand c'est expliqué de manière brillante. Et mon invité du jour, qui est déjà venu sur le podcast, Sama Karaki, qui écrit cet ouvrage dont vous avez sans doute déjà entendu parler, L'empathie et politique, traite d'un sujet qui me semble vraiment essentiel. L'empathie, ça a l'air d'aller de soi. On dit tous qu'on est un peu empathique, évidemment, on a envie de se décrire comme ça. Et pourtant, elle explique parfaitement bien, dans cet épisode, pourquoi notre empathie est politique, pourquoi elle est choisie. Parce qu'on n'a pas d'empathie pour tout le monde, et pas de la même manière. Et par ailleurs, les médias, mais aussi les films, tous les supports qu'on peut consommer, jouent sur notre empathie. Sama, c'est une personne que j'adore, que je trouve passionnante. Vous verrez que vous allez trouver, comme moi, que l'épisode est un peu trop court, tellement c'est intéressant. Mais je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Sama. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. Bon. Tu vas parler d'empathie, on va parler d'empathie. Et peut-être que la première question qui est assez évidente, mais qu'on t'a posée évidemment systématiquement, c'est quoi l'empathie ? Alors l'empathie, c'est la capacité de se projeter dans ce que vit l'autre, ce que sent l'autre, ce que pense l'autre. Voilà. Sur notre évolution, en tant qu'humain, ça nous sert à quoi, l'empathie ? À comprendre ce que vivent les autres autour de nous pour qu'on puisse avoir des comportements adaptés. Ça nous sert aussi à ce que les autres comprennent ce que nous vivons, pour qu'ils puissent répondre à nos besoins, pour qu'on puisse avoir des interactions sociales aisées, efficaces. Parce que si on doit expliquer à chaque point ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui va ralentir les interactions. Et donc, en fait, nous avons la capacité de s'identifier à ce qui se passe chez les autres, pour qu'on puisse faire encore quelque sorte des inférences et pouvoir fonctionner dans la société. Est-ce que l'empathie, c'est quelque chose qu'on retrouve... Parce qu'en fait, je me suis posé cette question qui peut sembler bizarre, à quoi ça sert sur l'évolution, parce qu'en fait, tout ça... Enfin, il n'y a rien, il n'y a aucun usage dans le corps, dans le cerveau, qui n'a pas une utilité fonctionnelle pour ta survie en général. Oui, mais là, ça a beaucoup d'utilité. Ce n'est pas juste la compréhension, mais c'est aussi la compréhension qui peut mener au geste, qui peut être altruiste, qui peut être défendre une personne dans une situation donnée. Ce n'est pas obligatoire que ça mène à ce geste, mais le fait, par exemple, de voir quelqu'un qui souffre et de comprendre qu'il s'agit d'une souffrance, c'est cette compréhension qui peut mener à ce que je vienne à son aide. Mais aussi, quand j'entends quelqu'un raconter une histoire, la capacité que j'ai à me projeter avec un raisonnement abstrait dans cette histoire, ce qui va me permettre d'être en écoute, et de continuer. Et en fait, c'est ça qui crée le lien, au final. Et donc, comme nous sommes une espèce sociale, d'ailleurs pas que nous, parce que l'empathie, elle est présente d'une forme rudimentaire ou complexe chez beaucoup d'autres espèces que l'être humain. Quelles autres espèces sont empathiques ? Alors, il faut parler plus des espèces qui ont été étudiées. Ouais, bien sûr. Dans ce contexte. Par exemple, les rats peuvent exprimer des comportements, non seulement des comportements de résonance émotionnelle, c'est-à-dire en présence d'un rat stressé, on va trouver aussi des taux élevés de cortisol dans le sang d'un congénère, mais aussi, il va y avoir aussi passage à des gestes altruistes, aux dépens de son propre intérêt. C'est-à-dire il y a des rats qui vont préférer ou qui vont prioriser l'aide d'un autre congénère avant même leur propre accès à la nourriture. On le voit chez les singes macaques rhésus, enfin on l'a étudié chez les singes macaques rhésus, et aussi chez des vaches, chez toute forme de rongeurs aussi, des souris. Donc voilà, il y a beaucoup d'espèces animales sur lesquelles ce comportement a été observé. Et chez les bébés aussi, il y a les plus petits des grands primates que nous sommes, avec aussi des comportements bien sûr de contagion émotionnelle, d'imitation, de mimétisme, mais aussi de réconfort, c'est-à-dire ils peuvent réconforter une personne qui est en détresse. Donc en fait faire preuve de ce qu'on définit comme étant l'empathie.
J'allais te demander ce que c'est que la contagion émotionnelle, mais avant ça, j'aimerais bien que tu me parles de comment un bébé, et j'ai vu les expérimentations en vidéo, donc je connais à peu près de quoi tu vas parler, mais ça m'intéresse que tu le décrives. Comment un bébé peut réconforter un adulte ou... Un bébé peut même réconforter une poupée. Il peut réconforter un autre bébé. Alors, mais ce qui a été observé, surtout pour le caregiver ou la personne qui est la principale soignante, qu'elle soit la mère ou le père ou la personne soignante, c'est que quand le bébé, à partir d'un certain âge, parce qu'il faut aussi qu'il soit dans un âge où il arrive à détacher sa propre expérience de celle de l'autre, c'est-à-dire qu'il comprend que c'est pas sa propre détresse, parce que souvent, justement, les bébés pleurent quand ils entendent des pleurs, par simple mimétisme, mais à un moment donné, il se passe des développements comportementaux et cognitifs plus complexes dans lesquels ils vont venir, par exemple, caresser la joue, caresser le visage, comme nous faisons. Et d'ailleurs, ça aussi, c'était observé chez des macaques rhésus qui viennent conforter, câliner, presque prendre dans les bras des singes qui ont été agressés juste avant et qui ont exprimé une douleur. Et on n'a pas observé ça chez les chiens, ça n'a pas été étudié peut-être, parce que les chiens, ils ont aussi cette capacité d'empathie. Ce que tu décris, j'ai l'impression qu'un chien le fait également. Alors, on peut l'observer. Je n'ai pas vu d'études. Le chien n'est pas un sujet très étudié dans la recherche d'expérimentation. En fait, dans l'expérimentation animale, on a beaucoup plus d'études sur les rongeurs, malheureusement. Ce qu'il faut aussi rappeler ce prisme antispéciste qu'il faut aussi rajouter à nos analyses, c'est que tout ce que je suis en train de te dire, Grégory, est issu de l'instrumentalisation de l'animal au profit de l'avancée de la compréhension que nous avons de ces phénomènes. J'ai oublié aussi ajouter ce bémol. C'est important. Tu parlais de contagion émotionnelle. Tu peux expliquer ce que c'est en 2 minutes ? Alors, c'est une forme de résonance spontanée, automatique. Ça veut dire, par exemple, tu bailles, je baille. Tu peux aussi... je souris, tu souris. Voilà, donc en fait, c'est un phénomène qui n'est pas délibéré. Qui va en quelque sorte activer dans notre cerveau les mêmes circuits, avec bien sûr une atténuation, parce que ce n'est pas moi, c'est toi, de ce que tu vis. Ça veut dire que c'est surtout étudié dans ce qu'on appelle pain studies, ou les études de la douleur. C'est-à-dire, par exemple, tu te fais piquer par quelque chose, devant moi, tu exprimes une douleur. Je vais avoir dans mon visage une activation musculaire par contagion, similaire à comme si j'étais piqué moi-même. Tu vois, un peu, par exemple, on regarde un film des fois et nous avons dans notre visage des expressions d'horreur, des expressions de plaisir, des expressions similaires à ce qu'on est en train de voir par contagion. Donc, phénomène très rapide et qui ne nécessite pas qu'on se projette dans l'expérience, qui est juste en fait un effet miroir de ce que subit l'autre, qui passe d'ailleurs souvent par les expressions du visage. Est-ce que tous les humains ont le même niveau d'empathie ? Est-ce que c'est biologique ? Est-ce que c'est appris ? Ou est-ce que c'est inné ? Comment ça marche ? Non, tous les humains n'ont pas le même niveau d'empathie parce que l'empathie, elle est liée à d'autres fonctions exécutives comme l'attention. Est-ce que tous les humains ont le même niveau d'attention ? Non. Est-ce qu'un même humain a le même niveau d'attention le matin, le soir, quand il est fatigué, quand il a bien dormi ou pas ? Non. Donc, parler de l'empathie comme étant un réservoir fixe, monolithique, universel ou pas, c'est passer à côté du fait que ça nécessite de la mémoire vive, par exemple. C'est-à-dire que je dois être en mesure d'écouter, de comprendre ce qui se passe. Donc, il y a aussi de la compréhension verbale qui passe dedans. Donc, en fait, c'est des compétences qui ne sont pas égales. Donc, il n'y a aucune... ça veut dire que l'empathie, elle découle de la variété de toutes ces fonctions-là. Ça, c'est même avant de parler de à qui on l'adresse, ça veut dire que... Voilà. Mais au sein d'une même personne, l'empathie varie. Et bien sûr, il y a des groupes, des personnes qui vont avoir des déficits attentionnels, d'autres qui vont avoir un manque d'intérêt pour les interactions sociales. Et donc voilà, tout ça, ça va affecter la capacité de se projeter dans les gestes, dans les émotions des autres. Et bien sûr, la suite de mon livre, c'est de montrer que la question n'est pas là. Oui, bien sûr. On va y venir, bien sûr. Mais avant ça, j'avais des questions un peu généralistes, parce que j'en profite. Est-ce que y a des traits de personnalité, je ne sais pas si on peut appeler ça des traits de personnalité, mais par exemple, est-ce que l'introversion, ça se
s'associe avec plus d'empathie ou pas vraiment, ou ça n'a pas vraiment de lien? Alors, je me méfie déjà du terme de trait de personnalité. Je préfère parler d'états de personnalité qui peuvent durer toute la vie. En tout cas, voilà, mais nous avons des états. On peut très très bien introverti et puis extraverti ailleurs. On peut très bien évoluer selon les accidents de la vie, selon les phases de la vie. Et donc, de la même façon, l'intérêt que nous portons aux interactions sociales, l'intérêt que nous portons aux autres autour de nous ou plus loin que nous, dépend de beaucoup d'éléments. Donc, est-ce que être introverti n'est pas justement des fois une fatigue qui est liée aussi à l'empathie qui nous prend quand on est face aux autres, parce qu'on s'identifie trop et on est un peu dans ce bruit très fort qui nous pousse à nous isoler. C'est-à-dire, est-ce que les personnes introverties ne sont pas peut-être aussi dans une contagion qui n'est pas contrôlée et qui finit par nous épuiser? Ça nous arrive à nous, qu'on se considère comme introverti ou pas, de vouloir des fois s'isoler parce qu'on a été peut-être sollicité par beaucoup de personnes que nous aimons. Hein. C'est juste qu'on a envie d'être dans le silence social. Ça veut dire que coupé de cette identification, parce qu'à chaque fois qu'on écoute une histoire, en fait, on fait un travail de projection qui finit par être fatigant. Donc je ne sais pas si le lien, il est posé de la bonne façon. Mais voilà, du moment où on sort de l'idée du trait, que ça soit l'introversion ou que ça soit l'empathie d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui se considèrent aussi empathes, en fait, voilà, je me méfie de toute l'idée de trait et je préfère qu'on parle d'état plus ou moins cristallisé, mais qui peut évoluer dans une même journée, mais aussi tout au long de notre vie. Et surtout en fonction des publics. Mais c'est vrai que j'ai tendance à me considérer comme une personne empathique, hein, cela dit. Mais effectivement, et c'est tout le sujet de ton livre, ça dépend des publics. Et justement, une question qui est le point Goldwyn de la question, mais est-ce que les nazis, par exemple, ils avaient de l'empathie ? J'en sais rien, parce que les nazis, on les a pas étudiés. En tout cas, clairement, il y avait une déshumanisation très forte de la souffrance de la communauté juive et des autres communautés qui ont été instrumentalisées, torturées, effacées, rendues, disparues, tuées, massacrées, brûlées. Donc tout cela, en fait, tout en le faisant avec beaucoup d'indifférence et de banalisation. Et donc tout cela signifie qu'il n'y avait pas d'identification, on ne considérait pas que ces communautés faisaient partie, partageaient une humanité. Donc c'est un peu ça aussi, c'est l'inverse de l'empathie. Donc oui, on peut dire qu'à l'égard de ces communautés, il n'y avait pas une expression d'empathie, il y avait au contraire une déshumanisation totale qui même tirait récompense et plaisir de voir ces personnes souffrir. En revanche, est-ce que je peux dire que dans leur vie privée, ils n'en avaient pas ? Est-ce que envers les autres nazis, c'est qu'il faut aussi rappeler que à la même période, il y avait une montée d'une forme de narcissisme collectif. Il y avait des clubs, des entraînements, des retraites dans lesquelles les nazis se formaient à une identité germanique, aryenne, supérieure et très soudée. Et donc dans laquelle en fait l'empathie augmentait pour les uns par rapport aux autres pour ce groupe-là, avec un favoritisme qu'on appelle favoritisme endogroupe, pour mon groupe, qui, plus il était fort, en tout cas les études montrent que plus le favoritisme endogroupe est fort, moins l'empathie est exprimée pour ce qui est ennemi, considéré ennemi à ce groupe. Donc tu vois que c'est des phénomènes qui viennent en quelque sorte complémentaires, tout à fait compatibles, d'avoir de l'empathie pour nos proches et manquer beaucoup d'empathie jusqu'à ne plus en avoir du tout pour nos ennemis. Et ça aussi, je pense que ça, dans le cas des violences sexuelles, de toute forme de violence, on peut retrouver les mêmes phénomènes. Parce que je te pose cette question parce qu'il y a toujours ces images un peu choquantes d'Adolf Hitler avec un chien, avec un bébé, et il est hyper doux
On voit, il y a plein de vidéos dans lesquelles tu le vois avec un enfant et il est effectivement très doux. On sait que le chien, et c'est pour ça que tous les présidents maintenant ils ont un chien, mais ça aide énormément à montrer l'humanité du dictateur en l'occurrence là, mais du président pour ce qui est de la France. Et c'est toujours un peu étonnant de se dire, mais attends, je comprends pas. Enfin, ce mec qui était immonde, horrible, il avait aussi cette douceur. Et c'est toujours un peu perturbant à regarder finalement. Oui, et il ne faut pas que ça nous choque. Il faut qu'on puisse rendre possible que dans une même personne peut coexister une vision du monde dans laquelle il existe un groupe sensible, un groupe intelligent, un groupe supérieur qui s'aime, qui est doux envers les éléments, envers la nature. Rappelons aussi qu'il y avait que Hitler était végétarien, que Hitler était attaché à la nature. Donc il exprimait toute forme de ce qu'on considère comme état de la sensibilité. Et pour cette même personne, il y a un groupe qu'elle présente comme étant inférieur. Donc Hitler, il était derrière une grande propagande, lui et ses ministres. Il présentait une propagande dans laquelle les Juifs, principalement, étaient considérés comme des sous-humains. Et donc, la douceur, je la réserve à ce que je considère comme étant bon pour le monde, et la barbarie, je la réserve pour ce que je considère comme étant une menace pour ce monde-là. Et c'est ça la force de la propagande nazie, c'est que les personnes croyaient à un idéal dans lequel le monde serait menacé par cette communauté. Et c'est ça qui a rendu l'atrocité de la Shoah tolérable pour cette communauté. Je pense au film Zone d'intérêt. Je ne sais pas si je l'ai pas vu. Si tu as vu, il y a aussi en fait beaucoup de scènes dans lesquelles on voit ces personnes qui regardent des oiseaux qui ils y trouvent de la beauté avec une sensibilité tout en étant proche de là où l'atrocité se passait. Et ça, c'est toute la complexité de ce phénomène dans lequel on peut vraiment très bien vivre en cohérence avec soi, tout en trouvant tout à fait légitime de sous-humaniser jusqu'à la torture et les massacres. Ça me fait penser aussi à ce film qui s'appelle La Vague, je ne sais pas si tu l'as vu pour le coup, qui est un film allemand où ils ont essayé de reproduire et qui montre... si tu l'as vu en même temps, tu peux peut-être mieux en parler que moi, mais ça fait penser à ça et ça fait aussi penser à cette expérimentation. Je sais plus dans quelle université américaine où il y a les prisonniers et les 2 milligrammes. Ouais. Tu veux nous expliquer ça? Alors, il faut juste rappeler que les expériences de milligrammes, on a beaucoup de mal à les reproduire. Oui. Donc, il y a aussi beaucoup de phénomènes qui rentrent en jeu, le biais d'autorité et tout ça. Donc, j'essaie toujours de ne pas les utiliser pour défendre juste par rigueur scientifique. Mais, en effet, on peut présenter pour une personne, une autre personne, comme étant une menace existentielle. Ça veut dire que la première personne devient en quelque sorte légitime d'effacer l'autre pour sa propre survie. Et si j'arrive à créer cette rhétorique, qu'elle soit réelle ou imaginée, c'est-à-dire que si on parle d'insécurité pour soi qui est causée par des migrants, par des barbares, des sauvages. On rentre justement dans un sentiment de menace qui justifie qu'on ne leur réserve aucune empathie parce qu'on devient victime de cette menace-là. Qu'elle soit matérielle ou imaginée. Parce qu'en réalité, qui est la victime matérielle de cette situation ? Qui sont en fait les groupes qui ont traversé des distances, qui ont fui des guerres, qui en fait matériellement, ce sont les minorités que des personnes privilégiées peuvent considérer comme étant ce groupe-là comme étant la menace et comme étant elles-mêmes victimes. Et dès qu'on réussit à créer cette rhétorique, on interdit l'empathie envers ces personnes parce que on est préoccupé par la résolution de l'insécurité que nous sommes en train de ressentir. Donc ça, c'est le principe de victimisation. J'ai réservé toute une partie parce que réussir à créer un état de victimisation chez des groupes qui peuvent très bien être dominants,
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des hommes qui se considèrent victimes de MeToo, sans avoir été Bien d'ailleurs accusés, avec la simple insécurité de perdre un privilège, alors que matériellement aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont menacées dans leur corps, dans leurs droits reproductifs, dans leur sécurité. Et en fait, c'est les hommes qui se pensent et se sentent dans l'insécurité. Et c'est en ça aussi que mon livre, si je dois définir son objectif central, c'est de faire une différence entre ce que nous avons dans le champ affectif et ce qui existe dans le champ matériel. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, bon, il y a plein de choses, mais une des choses que je trouve hyper intéressante, c'est que toi, moi, toutes les personnes qui nous écoutent, qui se disent potentiellement empathiques, même si tu as remis en question ce point, potentiellement peuvent tomber dans une déshumanisation, à un moment d'un groupe en particulier, parce que on aura été manipulé d'une manière ou d'une autre, et qu'on sentira notre sécurité en danger. En fait, c'est ça, c'est que chacun d'entre nous peut être dans cette dynamique. Alors, la déshumanisation, c'est quand même un processus très complexe. Il est très bien caractérisé envers la communauté juive, les communautés tziganes et les Noirs tout au long de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a une caractérisation de cette déshumanisation, de cette animalisation. Il y a une déshumanisation des victimes arabes, des morts arabes. On peut parler aussi de ces cas. C'est des cas qui, par contre, nous, chaque personne, est-ce qu'elle peut se reconnaître dans ça? Pas nécessairement. Par contre, nous pouvons toutes et tous être sujets à la sous-humanisation. Ça veut dire considérer qu'il y a des groupes qui sont moins sensibles que soi, qui sont moins élevés moralement. Et on parle aussi d'infra-humanisation, ça veut dire je ne pense pas que ce ne sont pas des humains qui méritent de vivre, de mourir dignement, de vivre dignement, mais je vais considérer que ce sont des groupes qui ne sont pas moralement à mon niveau. C'est-à-dire par exemple dans l'homophobie, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Je vais considérer que c'est des êtres humains, enfin si je suis homophobe, mais qui sont déviants moralement. Il y a aussi plusieurs formes de déshumanisation. Je peux déshumaniser ce qu'on appelle déshumanisation mécaniste, dans laquelle j'objective. Donc ça, on le voit beaucoup dans le sexisme. La femme, elle est objectivée. Et aussi, il y a l'animal, dans lequel, en fait, je renvoie à l'autre. Je lui enlève une part de son humanité et je lui attribue une forme... ça dépend d'ailleurs de l'animal. Soit une forme d'être rusé comme un serpent, d'être chaotique comme un loup. Ça s'est aussi utilisé pendant la colonisation en Algérie. Parler de loups parce qu'il faut les capturer, parce qu'ils sont imprévisibles. Voilà, ils fonctionnent en meute. Voilà, complètement. Et toute la rhétorique autour des gorines et des macaques pour les Noirs, qui a été aussi caractérisée pour les renvoyer à quelque chose de plus sauvage, de moins civilisé, à en fait des primates qui ne sont pas assez évolués que les humains. Vous voyez, à chaque fois, donc la déshumanisation, c'est quand même assez particulier, mais il faut se méfier parce que, et c'est ça aussi le but du livre, c'est de montrer que sans qu'on en soit conscient, et consciente, les cadrages médiatiques, politiques, institutionnels peuvent nous mener à imaginer des groupes entiers, à les essentialiser, à les renvoyer à un seul trait, et c'est le début de la fin en quelque sorte. Deux remarques là-dessus, deux exemples récents. Le premier, c'est cette BD que tu as dû voir passer je pense qu'elle a été interdite il y a 2 semaines, qui est une BD extrêmement connue, je ne sais pas si c'est pas Spirou, ou je ne sais plus quelle est la BD, où les blancs sont... donc le trait sont des humains, des humains, voilà. Et les noirs sont dessinés en singe. Et c'est sorti, et c'est resté tu l'as pas vu passer? Je l'ai pas suivi. C'est sorti là, et ça a été interdit, mais c'est sorti pendant 1 année. C'est une BD extrêmement populaire, qui est sortie en France, donc en 2024, au fin 2023. Et ça vient d'être interdit, là on est en novembre 2024, mais pendant 1 an c'est resté en kiosque et ça a posé de problème à aucune des personnes de la maison d'édition qui ne se sont pas rendu compte de l'horreur du truc, quoi. Voilà. Première remarque. Deuxième remarque, c'est j'ai reçu Kim Chapiron, qui est un réalisateur
qui a fait un film sur les musulmans en France, et qui me disait, et j'avais jamais vraiment réalisé, je m'étais jamais posé cette question en fait, que depuis 2001, à chaque fois qu'on voit des Arabes dans un film, en fait, ce sont des terroristes. D'une manière ou d'une autre, en fait, tu vois des hommes armés, tu vois, avec des foulards, et qui viennent avec des énormes mitraillettes, et on s'en rend pas nécessairement compte. C'est principalement vrai dans les films américains, mais c'est quand même la majorité des films qu'on regarde. Mais en fait, les Arabes sont toujours des terroristes, ou en tout cas des gens armés dangereux. Et ça, en fait, l'air de rien, ça crée un imaginaire qui est extrêmement fort. Donc, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, finalement, on associe de manière inconsciente. Tu vois, d'un côté les Noirs avec des singes, de l'autre côté les Arabes avec des potentiels, ou en tout cas les musulmans, enfin en l'occurrence les musulmans sont majoritairement pas arabes, mais ça c'est une autre discussion. Les Arabes, on va dire, avec des gens potentiellement dangereux. Alors déjà, les Arabes n'existent pas. Je veux dire, on parle de quel Arabe ? Est-ce qu'il est dans le film parce qu'il est arabe ? Est-ce que son rôle c'est d'être arabe ? Et on est en pleine essentialisation. Qu'il soit gentil, qu'il soit présenté comme gentil, qu'il soit présenté comme terroriste, on est dans deux problèmes à des niveaux différents, mais toujours le même problème, c'est l'essentialisation. Un peu comme ce qui s'est passé beaucoup dans des films dans lesquels on parlait de la meilleure amie noire. C'est-à-dire le personnage principal était une blanche et sa meilleure amie était une noire. Ou de l'ami gay, qu'on voit aussi dans beaucoup de séries, que c'est pas le personnage principal, mais c'est le meilleur ami, qui amène joie, qui est un peu dans tous les stéréotypes qu'on peut imaginer. Et en fait, du coup, ils viennent en forme de tokenisation, c'est-à-dire ils viennent remplir un rôle pour servir une forme de diversity washing, en quelque sorte. Mais c'est aussi que ça soit positif ou négatif. Ça participe à l'essentialisation. Donc ça concerne d'ailleurs beaucoup de critiques que nous pouvons faire des productions cinématographiques et littéraires, de ne pas permettre la subjectivité, de ne pas permettre la complexité, la richesse de ce que c'est d'être de telle origine. Et d'ailleurs, il ne faut ni héroïser, ni présenter comme étant hostile et menaçant. L'arabe, il a une autre façon d'apparaître dans les productions cinématographiques, c'est le repenti. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est émancipé et qui est contre et qui vient protéger sa sœur, qui est elle sous la soumission de la famille. J'ai moins vu ça, mais voilà. Donc en fait, il y a plusieurs rôles qu'on caractérise, qu'on va trouver dans le bon arabe. Et en fait, donc souvent ils ont une forme d'impulsivité, souvent ils peuvent pas se retenir, donc on voit aussi le loup qui revient. Les femmes arabes sont soit hypersexualisées, soit présentées comme des opprimées. Qui est en recherche d'émancipation. Et ça revient toujours à nourrir un fantasme de ce qu'on a envie de voir, parce que ça rentre dans les cadres qui existent déjà, dans les catégories que nous avons fait, qui sont faciles à faire, et qui sont fainéantes, et qui, en fait, n'ont rien à voir avec le réel de la complexité d'une société, qui d'ailleurs, entre des Arabes algériens du Sud, ou du Maroc, en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas une description d'un arabe ou d'une arabe. Donc, quelle que soit cette description, si elle est présentée de la même façon, on passe à côté de la complexité. Et c'est ça le danger. C'est ça, déshumaniser. C'est enlever à l'autre son droit d'être unique. Son droit d'être un individu complexe, riche. C'est ça aussi, déshumaniser. Et donc, de mettre tout le monde dans un sac, positif ou négatif. Mais est-ce que c'est pas la logique même du système 1, système 2, c'est-à-dire, tu peux sans doute expliquer ce que c'est que système 1, système 2, mais c'est-à-dire que notre cerveau, il est fainéant, il a besoin de mettre les gens dans des cases, et donc automatiquement, on va faire ce genre de choses, tous et toutes. Oui, en fait. Je n'aime pas dire que notre cerveau est fainéant. Je veux dire que notre cerveau est efficient. C'est-à-dire qu'on va bien sûr prendre le chemin qui est de moindre résistance, qui nous coûte moins d'énergie, mais pas par fainéantise, mais parce que on n'a pas le temps, parce qu'il faut avancer vite. Donc, c'est vrai qu'on catégorise. Par contre, ce n'est pas la seule grille de lecture qu'il faut prendre dans ces cas-là. C'est-à-dire, oui, pour catégoriser le monde, je sais que tu es un garçon. Tu vois, je sais que je te connais, donc je te catégorise dans les gens que je connais. Donc, mais bien sûr, parce que ça change
les rapports que nous avons les uns avec les autres. Mais la catégorisation, elle s'arrête à la notion de connaissance. Ça veut dire je vais catégoriser jusqu'à ce que je sache un peu plus de la complexité. Il faut aussi que je sois amenée à vouloir sortir les gens des cases. C'est-à-dire qu'il faut déjà que je puisse... Est-ce qu'on ne dit pas les Français ? On dit les Français. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas un problème. Pour moi, en tout cas, c'est pas un problème. Pourquoi ? Parce que quand je dis les Français, tant que je ne suis pas en train de les renvoyer à un trait d'infériorité, c'est là le problème. Ou les Français sont arrogants. C'est pareil d'ailleurs pour le racisme. Pour le racisme, ce n'est pas juste le fait de se dire l'autre est différent de moi. C'est de dire qu'il est inférieur. C'est pour ça que le racisme anti-blanc n'existe pas. Parce que je peux très bien, tant que les dynamiques de pouvoir ne sont pas inversées, je peux très bien avoir un rejet de l'autre, mais dans la réalité matérielle, pour revenir, c'est l'autre qui est dans une position de domination ethno-raciale. Mais est-ce que l'un des enjeux, c'est pas de savoir reconnaître à l'intérieur de soi ses pensées ? C'est-à-dire que moi, je le dis souvent, tu vois, les gens qui me disent « je reconnais pas les couleurs », moi, je les vois très bien, les couleurs, et je reconnais que si je vois un groupe de jeunes noirs dans la rue et si je vois un groupe de jeunes blancs dans la rue, ma première réaction sera pas la même. Et je reconnais, je vois, je l'observe à l'intérieur de moi. C'est pas pour ça que ça va rester très longtemps, mais c'est ma culture, et donc je l'observe et je le vois, même si moi, je suis métisse. Je peux l'observer, et je trouve que un des problèmes, d'une certaine manière, c'est de pas reconnaître ce truc à l'intérieur de soi. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, je ne sais pas si c'est encore une fois la bonne démarche. Alors, tu sais déjà, c'est toujours pas du tout le niveau auquel je m'intéresse le plus. Le travail que nous pouvons faire sur soi. Parce que d'abord, il faut détecter qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que je me dise, je suis en train de déshumaniser, je suis en train d'essentialiser. Ensuite, il faut avoir la volonté d'agir sur ce biais. Ensuite, il faut mener un chantier de déconstruction de ce que j'ai comme construit. Et tout ça, c'est du boulot. Et tout ça, si on n'est pas aidé par les discours, si on n'est pas aidé par les structures, si ce qui nous est présenté par les médias, par les films que nous regardons, par les livres que nous lisons, par les personnes qui sont choisies pour faire des interviews. En fait, tout ce travail, il faut que ça revienne à l'individu, c'est possible, hein, mais c'est laborieux par rapport à un autre chemin, beaucoup plus efficace, écrasant d'efficacité, qui est celui de questionner les systèmes qui nous poussent à avoir ces pensées-là. Et ces systèmes sont puissants. Les cadrages médiatiques sont puissants. Tout à l'heure, vous parliez depuis 2001. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2001 ? Je vous vois d'un coup, là. Je te vous vois d'un coup. J'ai mis une distance entre nous. Depuis 2001, ce qui s'est passé, c'est une volonté délibérée du gouvernement Bush d'une déshumanisation qui d'ailleurs facilitait la guerre en Afghanistan, les questions que le peuple américain se posait, ce qui est en train de se passer en Afghanistan. Et c'est pour ça aussi que les tortures qui ont été découvertes dans la prison Abu Ghraib ou à Guantanamo étaient un choc, parce qu'il y avait beaucoup d'Américains qui étaient convaincus qu'il y avait une mission, une réelle mission idéaliste dans laquelle, en fait, il y a des morts, mais on n'a que des chiffres. Pourquoi on n'a que des chiffres ? Parce qu'il y avait une entreprise médiatique, institution étatique, qui cherchait à ne pas mettre des visages derrière ces morts. Tout le monde était terroriste. Tous ces chiffres étaient des terroristes. Et tout soldat était innocent. Un héros. Un héros. Et donc, sa mort et son deuil étaient présentés comme... bien sûr que sa mort, c'est un être humain qui a une dignité, dont la mort a une valeur. Mais ces personnes civiles qui étaient tuées par des erreurs, des fois. Ah oui, c'est tombé sur un mariage, 300 morts. Ah oui, c'est tombé dans un marché. Il y avait 2 terroristes qui passaient, mais finalement, ils n'étaient pas là. Mais bon, dommage collatéral. Tous ces faits-là auraient pu faire des sujets de séries et de films et de reportages. Mais alors, en fait, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait une volonté d'invisibiliser ces faits
de les faire passer comme des dommages collatéraux, et donc de renvoyer 300 deuils, 300 familles endeuillées à l'invisibilité totale. Et donc c'est ça aussi la déshumanisation. Et pourtant, quand dans nos amis proches, quelqu'un a... Ce qui m'est arrivé ce matin avec un petit déjeuner que j'ai eu d'une amie dont la fille de 13 ans a une tumeur au cerveau, tu vois, quand c'est quelqu'un de proche, c'est horrible, tu vois, tu te rends compte de la douleur et tu lui dis « Oh, mais ma pauvre, mais c'est horrible ». Et c'est vrai que quand on voit les chiffres, tu vois, typiquement de gens qui meurent, tu prenais par exemple l'exemple des Américains et de l'Afghanistan et de l'Irak, en fait, c'est des chiffres. Donc du coup, on a moins cette sensibilité d'une certaine manière. Bien sûr, on a moins de sensibilité pour ce qui est abstrait, pour qui est vu, entendu, vécu par nos sens. C'est si je te raconte une histoire, c'est pas comme si je te montrais un film. George Floyd, il y avait la vidéo, il y avait le nom, il y avait le prénom, il y avait la famille, il y avait l'histoire de la vie, il y avait ce qui lui est arrivé le matin avant qu'il subisse ce qu'il a subi. Il y avait son agonie qui était vue. Et la mobilisation qui a suivi, elle dépend énormément de cet effet de victime identifiable. Donc il y a, alors qu'en fait la même année, il y avait beaucoup de victimes tuées par la police, avec, je ne sais pas le ratio exact pour l'année, mais beaucoup plus de personnes noires tuées par la police que des personnes blanches, ce qui est bien sûr malheureusement évident. Et il fallait une victime filmée, nommée, pour qu'il puisse y avoir une mobilisation, et je parle de la mobilisation internationale, pour dénoncer. Je prends d'autres cas aussi dans le livre du Alan Kurdi, qui a été trouvé, le bébé qui a été trouvé mort sur la plage. Dans la même journée, il y avait des dons qui étaient multipliés par 30 fois pour la crise des migrants qui traversent la Méditerranée. Donc en fait, de voir, ça rend concret. Ça rend concret ce qui se passe à l'autre. Si tu me vois te raconter quelque chose, si je te prends la main en te parlant, d'ailleurs, pensons juste le cinéma. Si tu vois un personnage dans le cinéma, tu vois son réveil, tu le vois s'habiller, tu le vois sortir, il peut peut-être pousser quelqu'un dans la rue, tu sais ce qui lui est arrivé le matin. Tu sais, c'est parce qu'il n'a pas eu son café. Moi, des fois, je regarde beaucoup le cinéma avec ce prisme. Je dis, tout ce que je suis en train de voir maintenant m'attache à ce personnage. Et donc, ce qu'il va vivre après, je suis de son camp. C'est ça. Alors, en fait, imaginez ça. Pas vous, mais je veux dire vous. À l'échelle d'un cadrage médiatique qui sédimente et qui présente certains comme étant des humains, avec des complexités de vie, avec de la famille, avec un passé, avec ce qu'ils ont mangé le matin, avec ce qu'ils ont vécu, avec leurs ambitions, avec des traits de personnalité. Et d'autres qui sont des chiffres. Il y a une analyse qui a été faite de la couverture médiatique des victimes palestiniennes. Les enfants, on les appelait, je pense, mineurs dans la couverture médiatique. Mineurs, ce n'est pas le même effet qu'un enfant. On dit 19 mineurs ont été trouvés morts. Voilà. 19 mineurs sont le sujet dans la phrase. Ils étaient trouvés morts, on ne dit pas par qui. Enfin bref, oui. il y a toute cette et c'est ça ambiguïté. Les cadrages médiatiques. C'est pas une ambiguïté. C'est renvoyer à l'autre la responsabilité de sa mort, en quelque sorte. Et donc, comment est-ce qu'on imagine le deuil de 19 enfants derrière ? Est-ce qu'on imagine les mères ? Est-ce qu'on imagine la souffrance ? Est-ce qu'on imagine la dignité des corps ? Non. Parce que si on veut permettre la mort, on rend sans valeur le corps, que ça soit dans sa vie ou dans sa mort. J'ai vu Albert Moukaïber parler d'un biais qui est le biais WASP. Est-ce que tu le connais ? Alors, c'est pas un biais, mais c'est une réalité. On parle de WASP, c'est white, anglo-saxon, protestant, qui est en quelque sorte le groupe le plus dominant socialement. Et moi, je le rapproche beaucoup de ce qu'on appelle weird aussi, qui est Western, industrialized, educated,
rich democratic countries. Donc en fait, c'est ça, weird. Et en fait, sur l'échelle universelle, c'est les personnes qui accumulent des pouvoirs symboliques, des pouvoirs économiques, des pouvoirs sociaux. Et alors, on parle en quelque sorte on peut dire que c'est un biais dans la recherche, par exemple. Ça veut dire que la majorité des données que nous avons en psychologie sont issues des études qui ont été faites sur ces groupes sociaux. Donc, est-ce qu'on peut les universaliser? Est-ce qu'on peut les généraliser sur le reste de la planète? Ben non, hein, ça représente 25% de la population humaine, donc voilà, ce n'est pas suffisant pour généraliser. Et ce groupe, quand on appartient à ce groupe, il est très possible aussi qu'on veuille garder ce privilège. Pourquoi ? Parce que c'est confortable, en fait. C'est bien de garder la tête de la pyramide du pouvoir, en quelque sorte. Est-ce que ça veut dire qu'appartenir à ces groupes va faire qu'on va être dominant, inconscient de ses privilèges? Pas nécessairement. Mais être là rajoute une opportunité à ce qu'on le soit, en quelque sorte. Est-ce que tu as l'impression que l'individualisme des années 80, qui est vraiment monté avec Thatcher et Reagan, ça a renforcé le phénomène de... Je sais pas, c'est des déshumanisation, mais en tout cas d'un manque d'empathie globalisé? Bah là, on vient de faire une lecture WASP weird. Ça veut dire que c'est des phénomènes qui se passent en Europe. Hein. C'est bien sûr que ça touche le reste du monde, mais si vous allez en Inde et vous dites, est-ce que vous pensez que la Thatcher dans les années 80, ça a fait, en fait, voilà, ça ne les concerne pas. Donc si je veux expliquer les phénomènes, on peut dire que depuis les années 80, mais même depuis... C'est-à-dire que placer le problème que nous avons au niveau de l'empathie dans une histoire de notre espèce, dans laquelle on a fait des horreurs pendant des siècles, et dire que tout allait bien jusqu'à Thatcher, vous voyez, c'est-à-dire que on a commis les pires horreurs dans les années 30-40. C'est pas très vieux, hein. Non. C'est moins de 100 ans. On a commis, et on continue à commettre les conséquences d'un système ethno-racial, d'un racisme, d'une négrophobie, qui a eu des conséquences sur des siècles, et de l'antisémitisme, et des conséquences sur des siècles, et du racisme en général, et du sexisme en général. Et on va dire que le problème, c'est ce qui s'est passé dans l'individu. Non, je comprends. Mais je pense qu'il y a des phénomènes un peu contradictoires qui se produisent. Ça veut dire, à la fois, nous avons, avec les réseaux sociaux, une ouverture à ce qui se passe ailleurs. Et il y a aussi un éveil, depuis les années 80 aussi, d'une jeunesse internationale aux causes de populations qui sont très éloignées. Donc on peut dire, dis donc, ça fait qu'il y a un intérêt historique porté. Il y a des revendications de personnes qui sont très privilégiées pour des peuples très éloignés. Et donc, non, ce n'est pas la grille de lecture que je retiendrai, mais je dirais que peut-être qu'on est plus fatigué aujourd'hui, parce que nous sommes bombardés, je ne peux pas utiliser ce terme, je trouve que je l'utilise un peu à mauvais escient, on est vraiment submergé d'informations, avec des flux affectifs. Parce qu'un contenu, pour qu'il soit viral, il faut qu'il soit affectif. Et ces contenus nous fatiguent. Et donc, on ne s'intéresse plus aux faits. Je pense, par exemple... je regardais que pour la campagne des élections aux États-Unis, il y a eu un seul débat entre les deux candidats. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'on s'intéresse de moins en moins au fond, au sujet de fond. Et on est dans des petites performances très rapides, très affectives, qui en fait ne permet pas de creuser aucun sujet. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne s'intéresse plus aux faits et on est dans l'affect, on est dans l'effet, dans le sens E-F-F-E-T. C'est-à-dire, on est dans l'affect, on est dans la consommation de l'affectif qui nous fatigue. Du coup, en fait, quand on est fatigué, on n'a pas envie d'engager une action. Donc, qui nous met dans une impuissance et une inertie. Mais on est aussi dans une consommation de contenu, d'information qui ne nous apprend rien. Qui nous apprend rien, en fait, sur l'histoire. Et donc, du coup, on ne sait plus, en fait, quelles sont les dynamiques de pouvoir. Plutôt qu'on encourage une lecture, je veux dire, oui, le cerveau, il fait néant. Je dis, non, en fait, on peut s'habituer aussi à vouloir passer plus de temps
si ce qui nous est donné sur les réseaux sociaux, c'est la lecture d'un petit texte pour tout comprendre, ben non, en fait, je me rappelle des fois quand j'ai regardé un de tes épisodes, c'est 2 heures. Ben oui, parce qu'il y a des sujets qui sont complexes. Il faut prendre le temps. Eh ben, si tu veux pas prendre le temps, ne donne pas ton opinion. Parce que les opinions, c'est un affect. C'est un affect dans le sens effet. Et c'est un affect. Et c'est une position biaisée. Et je peux l'avoir. Ben, j'ai plein d'opinions, hein, Oui. mais qui sont biaisées. Je ne vais pas les annoncer publiquement, je ne vais pas les défendre si je n'ai pas pris le temps de creuser le fond. Je pense que, mais c'est même quelque chose qui touche les journalistes, quelque chose qui touche les politiciens. Il y a très peu d'érudition, il y a très peu d'intérêt à l'histoire. Et, je veux dire, la personne qui est élue à la tête de la plus grande puissance mondiale aujourd'hui ne s'intéresse pas aux faits. En fait, voilà. Je pense que c'est plutôt ça. C'est symptomatique. C'est symptomatique d'un désintérêt. En quelque sorte, les gens sont tout de suite fatigués quand on rentre dans un débat beaucoup plus construit, et d'ailleurs dans un débat où on n'a pas à être d'accord. Mais il faut qu'on puisse discuter, il faut qu'on puisse débattre, il faut qu'on apprenne d'ailleurs à ne pas être d'accord. Mais ça s'apprend. Un dialogue. Mais bien sûr, mais ça s'apprend le débat. Et où est-ce qu'on a les débats ? Si pour la campagne la plus importante de l'histoire des États-Unis, telle qu'elle a été dite, il y a eu un débat entre les deux, ben ça doit aussi nous inquiéter. On nous dit, mais en fait, il faut... Trump, il a été interviewé 3 heures par un podcasteur, 3 heures, sans avoir quelqu'un en face pour lui dire, non mais attends, là, tu racontes n'importe quoi. Mais justement, mais c'est ça. Le rôle du podcasteur, normalement. Justement, là, on a perdu le débat. On a perdu le débat. Et c'est ça aussi, je pense que moi, c'est une grille de lecture parce que la fin de mon livre, je me dis, si on se passe de tout ce champ affectif et de tout ce champ d'identification et de fausse identification, en fait, comment on peut y arriver ? Mais intéressons-nous à l'autre réellement. Plutôt que je projette mon analyse de qui tu es et de ce que tu vis, je te demande, dis-moi plus. Qu'est-ce que tu veux ? Comment tu veux que je t'aide ? Quand tu veux que je t'aide ? Plutôt que je te dis, je sais ce qu'il te faut. Parce que j'ai projeté sur toi ma propre expérience du monde. J'ai fait un épisode sur le dialogue avec une femme qui s'appelle Valérie Gauthier. Et ce qu'elle explique, c'est que pour avoir d'abord, elle différencie le dialogue du débat. Parce que le débat, c'est chacun qui vient avec ses idées et qui essaye de gagner une bataille. Tandis que le dialogue, t'as pas forcément besoin d'avoir un résultat commun, mais au moins, t'as une sorte de discussion un peu construite. Et ce qu'elle dit, en fait, finalement, elle donne une méthodologie et elle est très compliquée, finalement, par rapport à ce qu'on aimerait avoir, c'est que tu es obligé de remplir, chacun, idéalement, remplit un questionnaire sur d'où il parle, comment il est né, c'est quoi son histoire finalement. Il le donne à l'autre pour qu'il puisse comprendre d'où l'autre parle, et à partir de ce moment-là, tu peux engager un dialogue, parce qu'autrement, effectivement, le problème, c'est que si tu ne t'intéresses pas à l'origine de l'autre, finalement, tu peux même pas vraiment comprendre d'où il parle et pourquoi il parle de cette manière, et tu comprends moins ce qu'il raconte. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je ne sais pas à quel point je peux remplir un fichier qui te dit qui je suis. Mais je vois ce que tu veux dire. Après, ma compréhension du débat, c'est bien aussi qu'on ait un point de vue qu'on veut défendre, mais et qu'on veut que ce point de vue puisse montrer tout ce qu'il a comme atout aussi. Mais c'est pas moi qui gagne. C'est l'idéal que je présente, c'est l'idée que je présente. Mais c'est passionnant en fait de mener un débat dans lequel on recherche les impensés chez soi, chez l'autre. Cette idée de faire des équivalences entre tous les points de vue, je ne suis pas sensible à ça. Je pense qu'il y a, encore une fois, des réalités matérielles. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis en train de débattre aujourd'hui avec un homme qui me dit que MeToo nous met les hommes en situation menaçante et que on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, je peux plus rien faire. Voilà. Et en fait, je pense que je vais vouloir présenter des faits matériels pour montrer que cette menace, elle est imaginée, que la position de privilège, elle est largement occupée aujourd'hui encore par les hommes, et que ce qui est en train de présenter est réel, mais dans sa tête. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il ment, mais en fait, j'ai besoin qu'on ait un débat là-dessus, parce que nos points de vue ne se valent pas. Il y a des faits matériels. Et comparé à des faits qui existent, des catastrophes qui existent dans la tête. Donc je pense que vraiment cette équivalence, ça me fatigue aussi. Je veux dire, l'équivalence entre tous les points de vue, entre toutes les positions, l'équivalence, elle doit se faire sur la dignité des vies humaines. Toutes les vies humaines sont égales. Point. Et par contre, l'équivalence sur les faits historiques,
Non, il y a des faits objectifs. Il y a des faits objectifs. Si toi, tu me racontes l'histoire telle que tu la vois et moi, je te raconte l'histoire telle que je la vois, ce qui se fait. En fait, il faut qu'on puisse tous les deux démêler où est-ce que se trouvent les choix des événements que nous avons faits pour qu'on puisse être en cohérence avec ce qu'on avait envie de croire. Donc l'objectivité dans ça, moi je trouve que le débat permet la discorde. Et la discorde permet l'opposition, et l'opposition est très saine. Sinon, on va juste parler de ce qui ne heurte pas les idées de l'autre, et on va sortir modéré, dans une forme d'hypocrisie bienveillante, et on n'a rien avancé, on n'a rien construit. Mais t'as pas la sensation quand même, tu prenais l'exemple des États-Unis, que justement le débat il est, alors là ils débattent, je veux dire, mais on est dans une situation aux États-Unis, mais je pense que la France, on n'est pas si loin finalement, où il y a même plus de capacité, de possibilité de point d'accord. Et ça, c'est pas forcément souhaitable non plus, si. Entre les républicains et les démocrates, par exemple. Par exemple, oui. Alors, déjà, la question aux États-Unis, c'est très complexe parce que en fait, le projet que les démocrates et les républicains doivent avoir, c'est des projets qui sont incompatibles. Il y a aussi une articulation incompatible entre différentes causes. Par exemple, il y a des revendications de certaines classes ouvrières dans l'industrie gazière qui sont en opposition avec les besoins de la crise, de lutte contre la crise climatique. Il y a des revendications d'une forme de laïcité qui permet qu'il n'y ait pas un contrôle de corps des femmes qui vont se heurter à des attachements, à des valeurs religieuses. Donc, en fait, du coup, il faut savoir de quoi on parle. Et les deux parties ne parlent pas à tout le monde et n'ont pas de solution pour tout le monde. Donc, Et en fait, je dirais que ce qui manque, c'est qu'on puisse creuser chacun de ces sujets au-delà de la binarité entre ces deux parties. Parce que le débat démocratique aux États-Unis est séquestré. Parce qu'il est impossible de faire émerger d'autres formes de pouvoir alternatifs. Parce que bien sûr, c'est géré aussi par beaucoup de fonds. Et il est impossible en fait de pouvoir émerger une voie alternative si ce n'est pas au sein de ces deux parties. Et donc les deux parties vont s'opposer au niveau, ce qu'on a vu là, au niveau de questions sociétales. C'est-à-dire parce que c'est un peu ce qui les divise. Et en fait, on ne voit pas de débat de fond sur les questions. Et donc, en fait, d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que ça essouffle et ça n'intéresse pas les personnes d'entendre parler de sujets de fond sociaux. Et en fait, du coup, on va faire un peu des TikTok sur des questions qui sont secondaires pour les Américains eux-mêmes, des questions sociétales, et qui ne viennent pas répondre à cette complexité des causes qui doivent s'articuler. Le prisme racial aux États-Unis, il est très mis en avant par Trump, par exemple. Il est très mis en avant. Mais en fait, le prisme antiraciste n'est pas mis en avant par le Parti démocrate. Il est mis en avant par quoi ? Par le token d'une femme racisée présentée au pouvoir. Mais est-ce qu'il y a un vrai dialogue sur la négrophobie présente même au sein des communautés latinas ? Vous voyez que c'est compliqué et il y a une forme d'hypocrisie. En fait, les deux, de l'extérieur, suivent une forme de statu quo qui est déjà établi au sein de ces deux partis. Mais c'est pas notre sujet. Mais... Est-ce que, donc le titre du bouquin, c'est l'empathie est politique. Est-ce que, je comprends qu'elle puisse l'être par certaines personnes, en particulier les politiques. Ça peut être le cas dans les propriétaires de médias. Est-ce que tu penses vraiment que les journalistes, c'est pas simplement des biais qu'ils reproduisent pour la majorité, où ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de politiser l'empathie ? Les journalistes, ils sont aussi divers et variés. Il y a des journalistes qui sont eux-mêmes racistes. Bien sûr. Il y a des journalistes qui sont eux-mêmes sexistes. Alors, on le voit déjà dans les commentaires sur les plateaux. Il y a des journalistes qui reproduisent un peu les mêmes expressions qui ont été faites par d'autres médias. Il y a des journalistes qui sont contraints de faire le travail de la sorte. Donc en fait, il y a plusieurs raisons qui font que il y a un cadrage médiatique qui mène à une déshumanisation dans l'iconographie, le choix des personnes qu'on interviewe, parler de gens ou pas d'ailleurs. Donc je pense que
Enfin, d'ailleurs, je ne cherche jamais à responsabiliser des individus, mais je pense que les médias, tant qu'elles répondent à un contrôle étatique ou un contrôle privé, on ne peut plus en fait démêler qu'est-ce qui fait qu'un journaliste fait son travail tel qu'il le fait. Donc plus on est dans un média indépendant, plus on pousse vers des médias indépendants, dans lesquels il n'y a pas de conflit d'intérêts, dans lesquels il n'y a pas de dépendance économique d'un seul parti, d'une seule personne des fois. Et plus on se rapproche d'un travail qui peut être plus ou moins bien fait, mais en tout cas dans lequel je peux juger, dans ce cas-là, de la qualité de travail du journaliste, de la journaliste elle-même. Mais tant qu'on est dans le système aujourd'hui, on ne peut pas analyser qu'est-ce qui fait qu'un journaliste ou une journaliste fait les choix de parole qu'elle fait. Mais du coup, tu poses une autre question derrière. À l'ère d'Internet, les gens, en particulier en France, c'est particulièrement vrai en France, c'est sans doute moins le cas aux États-Unis, je ne sais pas du tout pour les autres pays, ne payent plus les médias. C'est-à-dire qu'en fait, l'information, entre guillemets, est gratuite. Donc, ils sont plus vraiment prêts à participer. Je ne sais pas, parmi les gens qui nous écoutent, combien sont abonnés de manière payante donc, à des médias. Mais en fait, la majorité ne le font pas. Et donc, quand tu veux un média indépendant, si personne n'est prêt à payer pour, il n'y a pas d'indépendance, c'est impossible. Mais bien sûr, mais c'est ça le problème. Le problème, d'ailleurs, même d'être candidat aux élections américaines, il faut aussi avoir les moyens de payer une formation. En fait, oui, l'argent gère un peu toutes ces possibilités. Mais il faut aussi rappeler que quand on parle médias, ce n'est plus du tout le même cas. Ça veut dire que les médias mainstream n'intéressent plus. Les élections ne se passent plus à la télé. Elles se passent sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Jordan Bardella, par exemple, il a mené sa campagne sur TikTok. Trump, il a mené sa campagne en grande partie sur Twitter et aussi auprès de podcasteurs comme toi. Enfin, je veux dire, je n'ai pas reçu Donald Trump. Non, non, mais tu ne devrais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi une transformation de la manière avec laquelle les personnes cherchent à avoir l'information. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Par contre, ce qui veut dire, c'est qu'il faut que les personnes qui donnent la parole aux gens soient aussi des personnes informées, des personnes qui creusent les sujets, des personnes qui font un travail journalistique honnête, et que ça soit des journalistes aussi qui peut-être donnent les paroles dans d'une autre façon alternative. Aux États-Unis, personne ne regardait. Kamala Harris, elle partait sur Fox News toute seule. Voilà, elle ne venait pas. C'est dans la chapelle de Trump. Et il ne venait pas parce que ça ne l'intéresse pas. Il sait que ce n'est pas là que les personnes viennent chercher l'information. Et donc, il faut aussi accepter que la façon avec laquelle on reçoit l'information a changé et d'aller questionner les dispositifs des réseaux sociaux. D'aller faire voir comment sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs c'est en train de naître, je veux dire avec Twitch et tout ça, avec en fait, il y a aussi faire évoluer ces autres façons alternatives de recevoir l'information, de sorte à ce qu'elles répondent aux mêmes exigences de rigueur, de professionnalisme, et aussi justement qui permettent le débat, et donc qu'il n'y ait pas à 3 heures un candidat qui développe une pensée sans opposition, et puis à côté, pas du tout l'autre candidat qui vient y répondre. Quand je suis un individu, là, pour les gens qui nous écoutent, comment je fais pour m'assurer que je ne suis pas dans un biais de confirmation, que le média que je suis en train de consommer... En fait, pour m'assurer que mon empathie, d'une certaine manière, est intacte. Je ne sais même pas si c'est possible, mais... Tu ne peux pas. Déjà, en fait, tout ce que tu peux savoir, c'est que tu peux tomber dans ce biais, c'est tout. C'est de la culture générale, quoi. C'est-à-dire que c'est... Savoir que nous avons des biais, ça ne veut pas dire que nous allons plus les avoir. Et ça, c'est une condescendance un peu, c'est une considération de la pensée critique. C'est que du moment où j'ai compris que j'ai des biais, ça y est, maintenant, je sais comment il faut que je forme ma pensée. En fait, non. C'est juste que je vais savoir que je suis biaisée. Et donc, j'aime bien cette expression, je le redis plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle lecture anxieuse. C'est-à-dire, quand je lis une information, je suis un peu... Tu vois, un peu comme des fois, on a nos amis qui vivent des ruptures. Ils viennent nous raconter ce qui s'est arrivé. On est là, on les soutient. Mais on est, OK, c'est la perversion de l'autre, tu vois. Et on est dans une lecture anxieuse de ce qui nous est raconté. De la même façon, ce qui nous a amené comme information, c'est une perspective qui n'est pas nécessairement en train de faire le tour de toute la complexité de la question. Et de se dire, donc, c'est quoi le média ? C'est qui les journalistes ? Comment ça a été sourcé ?
voilà, c'est en fait de la même façon quand on regarde un film, comme tu disais, je me dis, bah dis donc, cette représentation, ce n'est pas celle que je ferais. Et même si je connais pas des Arabes, je regarde et je me dis, mais est-ce que tous ces gens, des millions, qui vivent dans des parties très différentes du monde, avec des histoires différentes, sont tous les mêmes, tu vois? Et c'est en ayant cette... Je pense qu'il faut plutôt que je dise, je vais détecter mes biais de confirmation, je pense qu'il faut qu'on ralentisse notre jugement. J'entends mon jugement, mais je me dis, c'est une voix, entre autres. Ce que je te disais tout à l'heure par rapport à moi, mes préjugés, qui sont mécaniques, tu vois, que j'observe. Mais ça veut pas dire que c'est pas là. Rapidement, parce que je sais que tu dois partir. 2 questions. La première, c'est est-ce que les traumas, ça empêche potentiellement l'empathie ? Si tu fais partie d'une catégorie de personnes qui ont été opprimées, ça peut être les Noirs, ça peut être les Juifs, ça peut être... Est-ce que ça t'empêche l'empathie, d'une certaine manière ? Des fois, à l'inverse. Ça veut dire, des fois, ça nous hypersensibilise à la souffrance. Surtout à la souffrance, parce que c'est une expérience qu'on vit. Et d'ailleurs, l'empathie, elle est conditionnée par l'expérience partagée. C'est-à-dire, du fait que je suis en souffrance, je reconnais la souffrance chez les autres. Je reconnais d'ailleurs la même souffrance chez les autres. Et je suis sensible à cela. Et donc, ça peut être le cas. Et ça peut aussi me rendre complètement insensible à d'autres formes de souffrance. Ce qui fait, par exemple, que beaucoup de personnes qui souffrent disent « Ouais, mais c'est pas si grave. » Parce que ça ne ressemble pas à ma souffrance. Et donc, c'est complexe. Mais tant que je suis préoccupée par ma propre détresse personnelle, je perds de ma capacité de lecture de la complexité des autres. Et je vais être plus sensible vers ce qui me ressemble, encore une fois. Et je peux devenir d'ailleurs complètement insensible aux nuances de ce que vivent les autres. Je veux dire, mais de toute façon, il t'arrive rien, parce que ce n'est pas ce qui m'est arrivé. Et je peux aussi, quand je suis traumatisée d'un groupe, perdre toute empathie envers ce groupe. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose un jour, et donc ce groupe devient, pour toute la vie, le groupe qui me menace. Et donc j'ai aucune empathie, parce que ça aussi, c'est ce qu'on appelle le biais de la recherche d'un monde juste, dans lequel je pense que s'il arrive un malheur à ceux qui m'ont causé de la peine, c'est parce que le monde est juste. Et c'est parce qu'il mérite cette punition. Ça peut être du côté des hommes, ça peut être du côté des femmes, ça peut être de tout bord, en fait, ce que tu décris. Oui, et donc on ne peut pas généraliser. Les réactions que nous avons à la souffrance sont diverses et variées. Et qu'est-ce que tu penses il y a un truc qui m'a perturbé dernièrement sur cette femme iranienne qui s'est baladée en sous-vêtements dans les rues. Et en fait, je me suis rendu compte il y avait une forme d'empathie de groupes racistes pour justifier leur racisme, en fait. De regardez cette femme, elle va évidemment être en prison, peut-être être tuée. Donc ces gens-là sont des barbares. Tu vois, en fait, quelque part, il y a une sorte d'empathie pour la femme qui est utilisée à contre-courant du mouvement qu'elle essaye de défendre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, alors ça, c'est dans toute affaire, il y a toujours des groupes qui profitent et instrumentalisent des luttes très douloureuses que vivent les femmes en Iran. Et elles ne les vivent pas pour dire quelque chose à la France, à l'Occident ou ailleurs. Elles les vivent parce qu'elles partent de leur douleur, de leur besoin d'émancipation, de cette manière-là, hein, parce qu'il faut rappeler aussi que le vouloir s'habiller comme on veut, avec un voile ou pas, c'est un droit. C'est ça le contrôle des corps des femmes, c'est de leur imposer une façon de s'habiller. Et des fois aussi de leur imposer de ne pas porter un voile aussi. Et donc, ou en tout cas, de ne pas respecter et qu'il y a aussi des femmes qui d'ailleurs... En fait, vous savez quoi ? Les femmes font ce qu'elles veulent. C'est ça, en fait. Voilà, en gros. Mais quand on voit une femme qui est dans ce geste courageux, on voit aussi la détresse des fois, il y a une image où elle parle comme ça avec une détresse tout en étant droite, et en fait la force de ce symbole,
elle a été salement récupérée par des groupes qui n'ont rien à faire de la souffrance de beaucoup de femmes, d'ailleurs aussi en Iran. Il faut rappeler, c'est une amie, Delphine Seriviolo, qui l'a écrite, qu'il y a eu beaucoup de femmes tuées depuis 2 ans en Iran. Beaucoup de journalistes qui ont été emprisonnés, beaucoup de personnes qui ont été tuées dans les manifestations. Et il faut attendre un symbole pour faire cet effet de victime identifiable, pour qu'on puisse en fait peut-être l'utiliser, malheureusement, pas pour la cause de l'émancipation de toutes les femmes dans le monde, et des femmes iraniennes en particulier, mais pour pouvoir pousser un agenda anti-Iran ou islamophobe. Et je pense que c'est une insulte à la lutte de ces femmes-là, que ça soit instrumentalisé de la sorte. Parfait. Merci beaucoup, Sana. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ah oui, j'ai oublié celle-là. Alors, ouvrir à la curiosité des autres, des faits historiques, de la complexité des faits historiques. Donc, qu'on prenne le temps de s'intéresser, de ne pas tomber dans la consommation de flux d'affect. Et claquer la porte à nos certitudes. Et voilà, vivre avec l'acceptation de l'idée que l'autre est incertain, que le monde est incertain, et que tant qu'on n'a pas la possibilité de l'explorer dans toute sa complexité, il faut qu'on ne saute pas et qu'on ne soit pas confortable dans nos certitudes. Parfait. Merci à toi. Merci à toi. Ce podcast a été monté et mixé par le studio Plink, qui accompagne Vlan depuis ses débuts. Donc si vous avez besoin de vous faire accompagner par de vrais professionnels sur toutes les étapes de votre podcast de marque, de l'idée en passant par l'enregistrement, qu'il soit audio ou vidéo, le montage, le mixage et la diffusion, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site web. C'est plink.studio, plink.studio. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.